Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de l'univers d'Avatar. Et non, là il s'agira pas de schtroumpfs bodybuildés qui branchent leur queue de cheval sur des lézards fluorescents. Non, là il s'agira effectivement du vrai Avatar, du véritable Avatar. De celui qui commence avec une œuvre d'art absolue, c'est-à-dire le dernier maître de l'air. Donc une série qui a redéfini l'animation occidentale. On va pas se mentir, mais pas que, parce que oui, en termes de redéfinition, il y a aussi la redéfinition du storytelling, de la manière d'écrire des personnages, des histoires, bref, de tout. À la suite de ça, on parlera du meilleur personnage de cette superbe série. Il s'agira donc forcément de Zuko, le prince déchu, du mec qui voulait juste que son père lui dise bien wesh, mais malheureusement qui finira par lui cramer la gueule. C'est pas juste un bon personnage, c'est une masterclass d'écriture. Là-dessus, y a pas de souci. Le symbole d'une bonne rédemption, certainement le personnage avec la meilleure rédemption de l'histoire de la fiction, je crois. Voilà, le genre d'arc narratif qui devrait être affiché dans toutes les écoles de scénaristes. Sauf que, bon, malheureusement, après avoir parlé de Zuko, on parlera de Korra. Voilà, que ce soit le personnage ou la série, je vous dis, là, il s'agira d'un drame. Parce que la légende de Korra, c'est un peu l'album solo raté. Après, le groupe mythique, ça voulait être du rock progressif, mais malheureusement, voilà, ça finit en karaoké à moitié bourré. C'est un univers, malheureusement, qui a été vidé de sa magie. Tous les enjeux tombent à plat, l'héroïne passe plus de temps à respirer fort qu'à réfléchir, bref. Mais au milieu de ce champ de ruines, et donc on en reparlera par la suite, il se trouve un miracle. Il se trouve Zahir, le seul vrai cadeau que la série, donc la légende de Korra, nous est laissé, un espèce de terroriste zen qui ferait passer Voldemort pour un prof de yoga. Voilà, le mec qui médite entre deux assassinats et finit par s'élever littéralement et métaphoriquement. Voilà, c'est le Gandhi version Street Fighter. Un moine qui a décidé que la paix mondiale ne pourra être instaurée que par un étranglement aérien. Et, pour finir en beauté, parce que la vidéo sera très longue, après avoir parlé d'Avatar, de Zuko, de Korra et de Zahir, on va quand même répondre à la question qui hante toute l'humanité, et ce depuis 2005, c'est-à-dire qui est le plus puissant bender, qui est le plus puissant maître des éléments de chaque élément. On va essayer de trouver le GOAT des GOAT, entre le Michael Jordan de l'eau, le Zidane de la terre, le Tyson du feu. Bon, après pour l'air, voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas full au casting, mais voilà, il s'agira donc d'une tier list qui sentira la sueur, la poussière et la mauvaise foi assumée, pour voir effectivement qui est le meilleur maître des éléments de chaque élément. Bon allez, on va cesser de bavarder et de blablater, on va ranger nos bisons volants au garage et on va se préparer, parce qu'aujourd'hui on va tailler dans le gras de la légende d'Avatar. Alors sans plus attendre, c'est parti. Bon, je l'ai déjà dit dans l'intro de cette vidéo, mais faut quand même le répéter. Avatar, le dernier maître de l'air, c'est pas juste un dessin animé. C'est un manuel de vie, une tragédie antique, déguisée en série pour enfants. C'est un truc qui réussit à parler de guerre, de massacres généralisés, de rédemption et de trauma, voilà, avec des gosses qui chevauchent des bisons volants. C'est le genre de série que tu regardes à 10 ans, et bon, tu ris quand tu la vois. Sauf que quand tu la revois à 25 ans, tu pleures. Et pas des larmes discrètes, non, le gros sanglot bien moche qui ferait honte même à Katara. Chaque personnage est écrit au scalpel, Katara, évidemment, la figure maternelle, mais surtout future machine de guerre, capable de transformer l'eau en arme de destruction massive, et même celle de ton corps, évidemment. Oui, avec le fameux bloodbending. Il y a Toph qui débarque en pleine saison 2, aveugle 1m20, mais bon, elle plie quand même la terre entière, comme si c'était du papier mâché. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Toph, c'est Chuck Norris version géologie. Et même Sokka, le faire-valoir comique, finit quand même par avoir une vraie évolution, et devient l'un des personnages les plus humains, avec ses échecs, ses victoires, et sa capacité à se relever en mode MacGyver tribal. Et au centre, bien sûr, il y a Aang, le gosse paumé, voilà, le petit trublion, seul survivant de son peuple, qui doit sauver le monde alors qu'il préfère faire du surf sur un pingouin Otari. Et c'est un peu ça la beauté de la série. Aang, c'est pas juste un élu badass de la prophétie de je sais pas quoi, c'est juste un gamin qui veut pas tuer, qui refuse de devenir un monstre et qui cherche une autre voie. Voilà. Et là où tous les autres héros de shonen règlent leurs problèmes à coups de tatane, après vous me direz, dernier maître de l'air c'est pas tout à fait un shonen, mais vous m'avez compris, lui, il essaie de trouver une solution, là où la compassion peut être une arme. Bon voilà, c'est pas forcément le genre de truc que j'aime le plus, bon vous connaissez, je suis un mec assez dark, mais c'est quand même sympathique. Pour les gosses, je trouve que c'est relativement positif, et quand il atteint son état d'avatar, le mec est relativement badass. Mais bon, comme vous le savez, je suis quand même Yagil Aigri, là où, selon moi, la série pêche, c'est au niveau de l'antagoniste principal, parce que clairement ça coince. Le Fire Lord Ozai, là, c'est le plus gros trou dans le scénario, parce que le mec est méchant, parce qu'il est méchant, voilà. Il veut dominer le monde, parce qu'il veut dominer le monde. C'est pas un personnage, c'est plutôt un écran noir, sur lequel les scénaristes ont
écrit méchant en majuscule rouge. Et en fait, c'est même pire, il existe seulement pour faire briller les autres. Quand Zuko transpire la complexité et l'arc de rédemption le plus jouissif de l'histoire des dessins animés, bah Ozai, lui, c'est juste un générateur de flammes avec une voix grave. Après, heureusement, la série ne vit pas sur lui, c'est-à-dire que voilà, il y a Zuko pour tenir les meubles, il y a Aero, voilà, philosophe ambulant, maître de thé et d'amour paternel, qui t'offre une leçon de sagesse par réplique. C'est un antidépresseur ambulant, ce personnage, il est excellent. Et puis aussi Azula, voilà. S'il y a bien un super méchant dans cette série, évidemment que c'est Azula, génie psychopathe, petite sœur de Zuko, qui incarne la folie de la perfection et qui se désintègre sous nos yeux ébahis. Enfin, voilà, écoutez, le dernier mètre de l'air, c'est une série qui a tout, l'humour, l'action, la profondeur, l'émotion, les persos incroyables, et tout est bien sauf Ozai. Désolé. Voilà. Mais soyons clairs, même avec effectivement ce défaut, la série reste le très très haut du panier, la crème de la crème, le sommet de la montagne, et tous les autres dessins animés viennent camper à ses pieds. Voilà. Et justement, s'il y a bien un personnage qui te fait oublier que t'es en train de regarder un dessin animé pour enfants, bah c'est bien Azula, hein. Donc la petite sœur de Zuko, l'enfant prodige, la flamme bleue qui ne tremble jamais, jusqu'à ce qu'elle tremble en fait. Parce que dès qu'elle débarque, c'est un rouleau compresseur. Elle est plus jeune que la plupart des protagonistes, mais elle est déjà plus forte, plus froide et plus brillante. Et là où Zuko se débat avec ses émotions, elle avance comme un Terminator, sans peur, sans pitié, avec ce petit sourire en coin carnassier qui donne des sueurs froides. Elle te sort de la terreur psychologique dans une série, encore une fois, en principe pour enfants, quoi. Pas besoin de jumpscare, juste une phrase d'Azula et même Freddy Krueger se cacherait sous sa couette. Elle maîtrise le feu comme personne, elle balance des éclairs avec la précision d'un sniper, elle gère ses deux acolytes, donc Mai et Ty Lee, comme un chef de secte. Tout le monde l'admire, tout le monde la craint, mais personne la comprend vraiment. Et c'est ça le génie. C'est-à-dire que c'est pas juste une méchante stylée, c'est un perso tragique. Et Azula, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est l'incarnation de la perfection imposée par soi-même. C'est l'enfant modèle façonné par un père toxique, voilà, encore Ozai, hein, gros vide scénaristique s'il en est, qui connaît que la peur comme carburant. Pas d'amour, pas de douceur, pas de liberté. Elle a tout sauf le droit d'être humaine. Et tu le vois, en fait, plus elle gagne et plus elle se fissure. Et son effondrement en saison 3, c'est peut-être le moment le plus puissant de la série. Le couronnement, la paranoïa, les cheveux qu'elle coupe elle-même, c'est la chute en direct d'un génie qui se brûle lui-même. On nous a servi une meuf inarrêtable, et à la fin, on nous montre une gamine qui n'a jamais eu d'enfance, jamais eu d'amis, jamais eu de famille. Et ça, c'est plus effrayant encore que ces flammes bleues, en fait. Et Azula, au-delà d'être une méchante, c'est une tragédie en pyjama royale, en fait. Une étoile filante qui finit par s'écraser parce qu'elle filait trop rapidement. Et franchement, si Ozai avait eu la moitié de sa profondeur, clairement, on aurait eu le méchant parfait. Mais bon, on a Azula, c'est déjà ça. Et encore une fois, dans le chapitre, voilà, Avatar, c'est pas juste une série pour enfants, justement, au niveau des thèmes abordés, voilà, c'est une méditation sur la guerre, sur la culpabilité, sur la perte, et aussi la possibilité de pardonner sans forcément tomber dans la niaiserie, même si, bon, voilà, la fin est critiquable. Mais en tout cas, si on parle de la guerre, encore une fois, c'est pas une toile de fond décorative. Là, on a un siècle entier de carnage, de villages brûlés, de peuples exterminés. On commence avec Aang qui découvre que son peuple a été rayé de la carte, donc imaginez le trauma, hein. Toi, tu rates ton bus pendant que lui se réveille et réalise que son peuple entier est devenu poussière. Et la série fait pas semblant. Chaque épisode te rappelle que derrière les combats flashy, il y a des familles détruites, des réfugiés, des cicatrices. Même les enfants spectateurs se prennent une leçon de géopolitique en douce. Façon dessin animé éducatif, mais qui te file des cauchemars. Après, bien sûr, il y a la rédemption. Voilà, quelque chose que on verra un peu plus tard avec Zuko, puisque c'est le cœur battant de la série. Et même Aang doit se pardonner à lui-même d'avoir fui. Katara doit dépasser sa haine pour l'assassin de sa mère, et donc éviter de partir en full bloodbending. Toph doit assumer son indépendance sans pour autant trop se la jouer louve solitaire. Voilà, chacun porte son fardeau et chacun trouve une voie pour avancer. Et Avatar, la série, c'est pas juste vaincre l'ennemi ou je sais pas quoi, c'est se réparer soi-même. Et franchement, quand des ados écrasent mieux le sujet que la moitié des films oscarisés, c'est que... il y a peut-être un problème. La spiritualité aussi est un thème assez bien, taclé par la série, parce que Avatar ne parle pas juste de super-héros. En fait, il parle même pas de super-héros. En fait, l'avatar, c'est-à-dire la figure de l'avatar, c'est un pont entre les mondes. Et la série aurait juste pu se contenter de faire des combats de boxe élémentale, mais non, elle te colle des voyages spirituels, des rencontres avec des esprits chelous, genre la bibliothèque avec un hibou qui veut te manger si tu triches, voilà, bon, sympa l'ambiance. Et Aang qui doit trouver l'équilibre, non pas juste entre les éléments, mais entre la violence et la paix, entre la tradition et les changements. Et enfin, il y a le pardon, puisque Aang refuse de tuer Ozai, même quand tout le monde lui dit que c'est la seule solution. Même si, voilà, encore une fois, c'est pas fifou non plus, cette histoire d'Ozai. Et justement, on va en parler tout de suite, parce qu'encore une fois, voilà, Avatar est un miracle, mais un miracle quasiment parfait. Parce que, encore une fois, il y a une tache sur la fresque, toujours la même, une fissure dans le marbre, un chewing-gum collé sur la gueule de la Joconde, Ozai. Alors, le boss final, le Dark Vador de l'univers, l'ennemi ultime qui fait trembler tout le monde pendant 3 saisons, sauf que bon, à la fin, on a juste un croque-mitaine en carton-pâte manichéen jusqu'à la moelle, et vite comme une pub pour une assurance auto. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Ozai ? Je l'ai déjà dit, il veut nominalement des pourquoi, parce que...
Voilà, of course, comme dirait l'autre, pas de nuance, pas de faille, pas de blessure secrète, c'est le mal avec un grand M et basta. Et quand à côté t'as Zuko, personnage shakespearien complet, si je puis me permettre. Azula aussi, qui incarne la tragédie psychologique, Airo, oui, qui t'offre plus de profondeur qu'un bouquin de philosophie. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand tu compares ça avec ce clown royal qui ne sait que gueuler et se palper la barbichette en lançant des flammes, je veux dire, ça fout le seum. C'est une cheminée agressive, pas un antagoniste digne de ce nom. Et le pire, c'est le dilemme d'Aang. Parce que toute la saison, on te martèle, attends, est-ce qu'il va tuer Ozai ou est-ce qu'il va pas tuer Ozai? Est-ce qu'il peut rester fidèle à ses principes ou est-ce qu'il va franchir la ligne rouge pour sauver le monde? Bah, la question est magnifique, comme je l'ai dit. Le thème est vraiment très sympa, mais la résolution, elle est pas folle. C'est-à-dire qu'à la fin du combat entre Ozai et Aang, le mec te sort de l'energy bending, sorti de nulle part, comme une petite pirouette scénaristique de dernière minute. Voilà, il n'y a pas de foreshadowing, il n'y a pas de préfiguration, pas de fusil de Chekhov. Voilà, pas de soucis, pas besoin de choisir. Aang sauve tout le monde et reste pur en même temps. C'est pratique. Et ça, c'est de la paresse d'écriture. C'est-à-dire que on a posé un conflit moral énorme. On a fait monter la sauce pendant 20 épisodes et au moment de servir, bah tu planques une solution magique sous la nappe. Franchement, c'est comme si Hamlet décidait à la fin qu'en fait, bah il a trouvé une appli sur son téléphone qui résout tous ses problèmes familiaux. Enfin, c'est du Deus Ex Machina pur et dur. Et c'est d'autant plus rageant que le reste du final est une masterclass. Les combats sont sublimes, Azula s'effondre dans un ballet tragique parfait, Zuko et Katara explosent d'émotion et le souci c'est que derrière Ozai il est vide. Son duel avec Aang est visuellement fou mais dramatiquement creux. C'est un bruitage sans substance et Avatar a tout réussi sauf son grand méchant. Et le dilemme moral autour de lui, qui aurait pu être une conclusion philosophique dantesque, s'écrase comme une pirouette narrative fainéante. Et résultat, t'as un chef-d'œuvre ok mais il n'est pas parfait. Et tout ça à cause d'un méchant aussi plat qu'une galette bretonne malheureusement. Mais bon, on va pas se mentir, hein. Avatar, ça a marqué une génération. Les gosses qui l'ont vu à la télé pensaient mater un dessin animé sympa, ils en sont sortis avec une leçon de vie. Je veux dire, bon, c'est une série qui grandit avec toi, qui change selon l'âge auquel tu la regardes. C'est pas juste une série, c'est une expérience. Et même Ozai et son dilemme bâclé ne peuvent pas suffire à salir la légende, parce que, voilà, Avatar, c'est Zuko qui retrouve la lumière, c'est Katara qui affronte sa haine, c'est Azula qui s'effondre, voilà, sous son propre masque. Je veux dire, voilà, écoutez, Avatar c'est trop bien, là-dessus y a pas de souci, c'est très bien. Mais bon, malheureusement, on va pas s'arrêter là, parce qu'après le sommet, il y a la descente, c'est-à-dire la légende de Korra, alias la suite qui voulait briller, mais qui s'est pris les pieds dans le tapis. Mais avant ça, on va quand même parler de Zuko, et ensuite, après avoir craché notre haine sur la chute de Korra, on parlera de Zahir, et on terminera avec la tier list des meilleurs benders. Voilà, je vous ai promis tout ça, et vous inquiétez pas, quand je promets, je délivre. Présentons d'abord rapidement Zuko avant de passer à son analyse à proprement parler. Zuko est le prince héritier de la Nation du Feu et un maître du feu assez compétent, ce qui signifie qu'il a la capacité de créer et de contrôler le feu comme chacun sait. Il est l'aîné des enfants du seigneur du feu, Ozai, et le frère aîné de la princesse Azula. Avant les événements de la série, Zuko est banni de la Nation du Feu par son père, et on lui dit qu'il doit capturer l'Avatar, un individu unique, spirituellement ultra puissant qui pourrait menacer le plan de conquête mondiale d'Ozai, afin de restaurer son honneur et récupérer son droit au trône. Zuko est accompagné et conseillé dans ses recherches par son oncle Iroh. Au début de la série, il est le principal antagoniste qui s'oppose à l'Avatar, donc Aang. Au fil du temps, Zuko perd la foi dans la guerre de la Nation du Feu, se sent coupable de ses crimes et commence à sympathiser avec ceux que la Nation du Feu a opprimé. Dans la dernière partie de la série animée, Zuko finit par rejoindre l'Avatar, lui apprend la maîtrise du feu et se bat pour renverser son père et rétablir la paix, signant ainsi la fin de sa rédemption. Je préfère le dire de suite, l'arc de la rédemption de Zuko n'est pas parfait, et c'est justement ce qui le rend parfait. Parce que contrairement à la plupart des personnages mauvais qui connaissent une rédemption et qui passent du côté gentil d'un seul coup, pour Zuko, c'est loin d'être aussi simple. Il rechute, retombe dans ses vieilles habitudes, connaît des doutes et des questionnements, ce qui le rend le plus réel à mes yeux, et je pense aux yeux de la plupart des fans de la série. Ce n'est pas toujours facile de corriger ses imperfections, et on échoue souvent au début. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On pense parfois qu'on a enfin corrigé un vice que l'on a, ça peut être, je sais pas, des habitudes alimentaires, une attitude immature ou peu importe, et puis tout d'un coup, tout s'écroule et on revient à la case départ en dépit de tous nos efforts pour nous améliorer. C'est décourageant et pourtant c'est la vie. La série Avatar a parfaitement géré cette facette de la rédemption de Zuko. Zuko abandonne symboliquement son masque d'esprit bleu et en sort un nouvel homme. Tout d'un coup, il devient réceptif aux mots de Katara, Ba Sing Se, et il semble qu'il soit presque complètement prêt à se racheter. Pourtant, après tous ces progrès encourageants, Zuko rechute, finit par rejoindre sa sœur et retourne à ses anciens démons. Alors qu'il est enfin prêt à embrasser complètement la rédemption et à tourner le dos à sa sombre famille, il pulvérise tous ses précédents efforts et voilà, trahit son oncle et l'Avatar dans une tentative désespérée de regagner son honneur. Zuko choisit finalement de s'allier à Azula, comme je l'ai dit, et se bat contre Aang et Katara. Dans le combat qui s'ensuivit, Aang fit quasiment tuer
et Hiro, l'oncle Hiro, fut mis aux arrêts. Si Azula a ensuite exprimé sa confiance en son jeune frère et a rassuré Zuko en lui disant qu'il avait retrouvé son honneur, Zuko cependant semblait toujours en conflit et regrette alors en partie sa décision. Il est gêné et honteux et la série rend ce sentiment très apparent. Ce qui rend son évolution si authentique, c'est que, en fait, ça montre que changer n'est pas quelque chose que l'on fait d'un coup, c'est quelque chose que l'on risque de rater plus d'une fois, c'est loin d'être aussi simple. Dans la plupart des fictions, un personnage comme Zuko ferait généralement un tour à 180 degrés à la fin de son développement de façon directe, sans à-coups, sans heurts, ni aucune difficulté. Je pourrais prendre l'exemple de Luc von Fabré de Tales of the Abyss, qui passe de sale gosse égoïste à héros au grand cœur d'une seule traite, sans rechute d'aucune sorte. Le fait que Zuko reprenne ses vieilles habitudes pendant un certain temps l'aide vraiment à donner un côté sincère à sa rédemption durant la saison 3. Cela me rappelle un peu l'arc de la rédemption donc de Megamind, le protagoniste du film d'animation du même nom, pour qui la réhabilitation n'était pas si facile d'ailleurs et qui ne s'est pas fait sans heurts. Évidemment, Zuko fait beaucoup d'erreurs dans Avatar, le dernier maître de l'air. Une des raisons pour lesquelles l'arc de rédemption de Zuko fonctionne si bien est qu'il s'agit d'une évolution lente. Les fans du personnage peuvent voir le potentiel de Zuko et le conflit qui ravage son esprit dès le début. Mais Zuko, lui, ne le voit même pas. Il faudra que Zuko réalise que l'approbation de son père ne lui apportera pas le bonheur pour qu'il réalise ce qu'il doit faire. Même lorsqu'il rejoint la team Avatar, Zuko doit prouver qu'il a changé pour qu'il lui fasse totalement confiance. À la fin de la série, il devient l'ami proche d'Aang, de Sokka, Katara et Toph, mais cette confiance a pris du temps à se mettre en place. Comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Nous avons vu le passé tragique de Zuko se dérouler sous nos yeux tout au long de la série, via des flashbacks comme le fameux épisode Zuko seul dans la saison 2, mais la beauté de son arc est que son passé ne diminue en rien l'ampleur de ses propres actions. Zuko a causé beaucoup de souffrance, et celle-ci n'est pas effacée simplement parce qu'il a lui-même souffert. Zuko doit choisir d'être différent. C'est un message inspirant, parce qu'il montre que le changement est possible pour chacun d'entre nous, si nous sommes prêts à y mettre tout le travail qui va avec. Zuko diffère sensiblement des personnages qui n'étaient pas rachetables, comme Ozai ou Azula. Il est également le reflet de personnages comme Hiro. Alors qu'Hiro est facile à vivre et respecte tous les éléments, il est lui-même en conflit avec son passé, tout comme Zuko l'est. À l'origine, Hiro lui-même était destiné à devenir le Seigneur du Feu. Mais après la mort de son fils Luten à la guerre, il perd toute motivation à revendiquer le pouvoir. Hiro voit Zuko moins comme un neveu et plus comme un fils. Et il fait de son mieux pour guider Zuko afin qu'il ne soit pas trop poussé par la colère et la vengeance. La croissance et la rédemption de Zuko aident Hiro à achever son voyage vers le retour de la paix intérieure. En aidant Zuko à prendre le bon chemin, Hiro compense lui-même ses propres erreurs passées. Les meilleures histoires sont généralement composées et faites de personnages gris, ni vraiment blancs, ni vraiment noirs. Ces personnages sont généralement meilleurs que leurs homologues plus simplistes parce qu'ils paraissent davantage réels. Donc, Zuko a toujours été un personnage assez gris. Il est vrai qu'il a été le principal méchant de la première saison d'Avatar, le dernier maître de l'air, et il est vrai qu'il a passé la totalité donc de cette dite saison à chasser impitoyablement Aang et à démontrer des moments de cruauté saisissante, mais il a toujours eu des doutes et des hésitations. Il était toujours complexe et plein d'émotions ainsi que de doutes. Au fur et à mesure qu'il évoluait, au fil des saisons, sa complexité évolue également. Sa relation avec Mai, sa capacité à faire preuve de compassion, son penchant à aider ses hommes, à l'occasion, et son incapacité à tuer Aang, même lorsqu'il était à son plus vulnérable, en sont de bonnes preuves. Zuko a vécu une vie de peur, de cruauté et de rage. Il n'a jamais su qui il était, sa capacité ultime à abandonner sa famille, son honneur et l'approbation de son père ont montré sa capacité donc à reconnaître le vrai bien, le vrai mal, ainsi que le fait qu'une vraie famille n'est pas forcément liée à nous par le sang. La façon dont Zuko a non seulement combattu pour le bien, mais également trouvé la paix intérieure et l'équilibre, c'est quand même assez sympa, quand même à suivre. Son chemin vers la rédemption n'a pas été facile, car il a été semé d'embûches, de doutes et de conflits intérieurs. Mais il y est finalement parvenu, et je crois que c'est la chose la plus importante. On va un peu parler dans cette vidéo des problèmes majeurs de la série La Légende de Korra. Et dans un premier temps, on va décortiquer les soucis de fond de la gestion des personnages à la structure narrative un peu bancale. Puis, dans un second temps, on va se concentrer sur ce qui est selon moi le plus gros point faible de la série, l'écriture de ces méchants et des dilemmes de moraux qui, on va dire malheureusement, sont un peu trop manichéens. Sauf dans la saison 3, on va en parler. Car encore une fois, si Avatar avait un excellent équilibre entre des antagonistes nuancés, à part le dernier malheureusement, Ozai, qui est, on va dire assez mal écrit, à part lui, c'est un sans faute, des conflits profonds, des personnages vraiment tridimensionnels, malheureusement Korra se perd souvent dans ses ambitions un peu trop grandes pour son propre bien, en créant des ennemis qui auraient pu être brillants, mais qui au final restent mal exploités, sauf Zahir encore une fois, voilà. La moitié de mes phrases dans cette vidéo pourraient être effectivement terminées par, entre parenthèses, à part la saison 3 et à part Zahir, mais bref. Voilà, avant d'en arriver là, on va quand même
passer par les défauts généraux de la série. Alors, l'une des critiques majeures faites à la légende de Korra concerne la façon dont la série gère, on va dire, l'aspect romance de cette histoire. Parce que dans Avatar, le dernier maître de l'air, même si ça prenait effectivement le temps de développer ses relations avec subtilité, le problème c'est que Korra force des triangles amoureux qui sont artificiels et totalement mal intégrés dans l'histoire. Mako ne sait pas ce qu'il veut et il passe son temps à osciller entre Asami et Korra, ce qui rend toutes les interactions avec lui vraiment agaçantes. La romance entre Korra et Asami n'a aucun développement significatif dans la série, ne devient officielle que dans la toute dernière scène, enfin voilà, bon, ça n'a aucun sens. Il y a un peu un côté, ouais, on veut choquer les gens, attention, bref, woke, tout ça, bref. Il y a un petit délire de woke qui n'a ni queue ni tête, et au final, ces romances n'apportent rien, prennent même du temps d'écran qui aurait pu être mieux utilisé. Il n'y a même pas de foreshadow d'ailleurs, en ce qui concerne la romance entre Korra et Asami, en tout cas, si peu. Bref. Un autre problème majeur, c'est que beaucoup d'éléments importants de l'histoire sont développés dans des comics post-série, que tout le monde ne lit pas forcément. L'évolution des enfants de Tenzin qui deviennent des adolescents avec leurs propres arcs narratifs n'est jamais montrée à l'écran, non, faut acheter des comics, ce qui est un peu chiant. Les conséquences des actes de Kuvira, ce qui est quand même important pour la saison 4, qui aurait mérité plus d'exploration, sont traitées dans les comics, et la relation entre Korra et Asami n'a aucune scène de développement concret dans la série, et est uniquement approfondie, encore une fois, dans les comics. Et ça donne l'impression que la série manque de conclusion. Toutes les portes ne sont pas fermées, et on se sent un peu obligé d'aller chercher ailleurs pour comprendre ce qui se passe après la saison 4, alors que normalement, en principe, quand une série se termine. Sauf que là, la série se termine, mais les portes sont encore ouvertes. Au-delà de ça, on va mettre la saison 4 de côté et revenir un peu à la saison 1, à la fin de cette même saison 1, on voit effectivement Korra récupérer ses pouvoirs d'Avatar de façon totalement stupide, puisque Amon réussit à lui retirer ses pouvoirs de la maîtrise de l'eau, de la terre et du feu, ne lui laissant que l'air. Et c'est un moment fort, qui aurait pu effectivement marquer une évolution majeure pour le personnage, puisque jusque-là, Korra n'arrivait pas à maîtriser l'élément de l'air, et à la fin, évidemment, lorsqu'il ne lui reste plus que ça, elle parvient effectivement à l'utiliser dans une séquence assez cathartique, assez héroïque, c'est très bien mis en scène, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quelques minutes plus tard, Korra se connecte par magie à Aang, elle débloque instantanément l'état d'Avatar, out of nowhere, de nulle part, et elle récupère tous ses pouvoirs sans aucun effort. C'est une résolution extrêmement rapide et qui tue toute tension dramatique, et si la série avait attendu le début peut-être de la saison 2 pour traiter cette perte et faire en sorte que Korra la surmonte petit à petit à travers un vrai parcours initiatique pour retrouver toutes ses anciennes maîtrises, ça aurait eu bien plus d'impact. En plus de tout ça, autre défaut, c'est que la nouvelle Team Avatar entre guillemets ne fonctionne pas aussi bien que l'original, en fait, ne fonctionne même quasiment pas du tout. Enfin, je veux dire, l'une des principale force d'Avatar, le dernier maître de l'air, c'était un peu la team Avatar, entre Sokka, Toph et toute l'équipe. Enfin, je veux dire, il y avait une dynamique quasiment parfaite. Entre Aang, Zuko, Katara, ça formait, on va le dire, la pierre angulaire de la série originale. Sauf que dans Korra, le groupe principal ne marche pas du tout. Bolin n'a pas d'arc vraiment intéressant, il est juste là pour faire des blagues, c'est le comic relief, c'est le faire-valoir comique de base. Asami est sous-exploité, elle est juste là pour conduire sa décapotable et juste être une espèce de simple intérêt amoureux pour Mako puis pour Korra, ça n'a aucun sens. D'ailleurs Mako est insupportable à cause de son indécision amoureuse, et Korra elle-même n'a pas de relation particulièrement forte avec son équipe, ce qui rend les liens qu'elle a beaucoup plus faibles avec ses amis entre guillemets, surtout lorsque l'on compare Aang avec ses potes de la première série. Et résultat, on a des personnages qui manquent d'alchimie et une équipe qui n'a jamais le même impact émotionnel que la première team Avatar. D'ailleurs en parlant de cette team Avatar, les personnages d'Avatar 1 sont complètement sous-utilisés. On s'attendait quand même peut-être à voir davantage les anciens personnages qui nous ont fait kiffer dans la première série, mais encore une fois, Zuko et Toph apparaissent, mais seulement pour quelques scènes, sans grand impact sur l'histoire. Sokka est presque totalement oublié, réduit à 2 mentions dans toute la série dans des flashbacks ridicules. Et Aang est un père absent, dont le rôle dans la formation de Tenzin est juste frustrant à découvrir, parce qu'on se rend compte que il a mis de côté ses 2 enfants, juste parce qu'effectivement, il n'avait pas la capacité de la maîtrise de l'air, et qu'il s'est totalement concentré sur Tenzin, et qu'en réalité, Aang, qui était quand même représenté comme un gars relativement sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la première série, en fait, il est montré comme un gros bâtard dans la légende de Korra, et à la limite ça aurait été sympa de peut-être mettre un peu plus de nuances sur le personnage d'Aang et en faire une figure peut-être ambiguë et tridimensionnelle avec un côté sombre et tout, ça aurait été super, mais malheureusement c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que techniquement parlant, Aang est un bâtard, mais le fait que ce soit un père indigne, on va le dire, n'est jamais vraiment adressé par la série ni par les personnages. Effectivement, il y a son aîné qui a un peu le seum, voilà, mais à part lui, franchement, tout le monde dit que Aang c'est un ange de bonté et puis ça s'arrête là, c'est vraiment dommage. On aurait aimé certainement voir un épisode entier pour voir ce que sont devenus tous les mecs de la première série.
ou même des flashbacks plus nombreux. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas, et à ce stade, il aurait peut-être été mieux de ne juste pas les mentionner du tout pour éviter cette frustration. La seule fois où on voit Zuko, il se fait défoncer par le Lotus Rouge. Je veux dire, j'aime beaucoup Zahir, mais bon, un peu de respect sur le nom de Zuko quand même. Enfin bref. D'ailleurs, en parlant de se faire défoncer, Korra perd la plupart de ses combats. Dès le début de la série, on nous présente Korra comme une battante, elle est l'inverse d'Aang, un personnage qui aime se battre et prouver sa force. Le problème, c'est que elle perd une majorité de ses combats importants, elle est souvent dépassée par ses adversaires, et même dans l'état Avatar, elle ne fait jamais vraiment la différence. Ça donne un sentiment de frustration, parce que son côté bagarreur ne collait pas du tout à ses défaites à répétition. Après, même si ça va apporter pas mal d'autres défauts dont je vais parler juste après, c'est pas tant un défaut que ça, le fait qu'elle perde la plupart de ses combats, parce que justement ça rend, je trouve, en ce qui me concerne, le personnage de Korra beaucoup moins insupportable qu'elle l'aurait été, parce que je trouve que Korra justement n'est pas une Marisu, dans le sens où on aurait pu le croire au tout début de la série, puisque déjà à l'âge de 4 ans elle maîtrise 3 éléments, ce qui est complètement fou, hein. Aang il a dû s'entraîner des années quasiment pour en maîtriser au moins 2 ou 3, alors que Korra, voilà, 4 ans c'est bon déjà, elle en maîtrise 3, c'est un peu ridicule, et on aurait pu croire effectivement qu'on allait nous faire une espèce de Rey de Star Wars, la meuf complètement cheatée, finalement pas vraiment, donc c'est sympathique. Le problème, c'est que il aurait fallu la rendre équilibrée et pas juste complètement éclatée, parce que le souci, c'est que l'état d'avatar de Korra, qui est censé être une espèce de force divine, capable de détruire une armée entière, bah, avec Korra, c'est ridicule, parce qu'elle le débloque instantanément à la fin de la saison 1, sans aucun entraînement, alors que Aang met toute la série pour apprendre à l'utiliser, là c'est ridicule, mais d'un autre côté, elle le perd après sa rencontre contre Unalaq, et quand elle l'utilise, bah, elle se fait battre toujours. Elle se fait toujours éclater, et ça donne l'impression que l'état d'avatar de Korra est complètement inutile, ce qui diminue son impact dramatique. Mais encore une fois, voilà, les 2 derniers défauts, on peut débattre sur est-ce que c'est vraiment des défauts ou pas, parce que ça rend quand même Korra humaine. Moi, si vous voulez mon avis sur la question, c'est que je pense qu'il y a eu pas mal de backlash, pas mal de critiques vis-à-vis du côté Marisu de Korra dans la toute première saison, où la meuf elle était complètement cheatée. Et je pense qu'en réalité, les scénaristes se sont dit ah ouais merde, c'est vrai qu'elle est complètement invincible et c'est vrai qu'elle est complètement cheatée, surtout en comparaison avec Aang, et sa puissance est complètement irréaliste vis-à-vis du peu d'entraînement qu'elle a eu dans la saison 1. Donc je pense qu'il s'est passé que c'est que dans la saison 2, 3 et 4, ils l'ont rendu beaucoup trop faible pour essayer de contrebalancer avec les critiques de la saison 1, et à la fin, bah, on a un personnage qui apprend tout dès le début, mais qui finalement est super faible. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment comment la qualifier, la Korra. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est une fusion entre Rey de Star Wars avec l'immortel d'Invincible, c'est-à-dire une Marisu qui perd tout le temps. Donc ça n'a aucun sens. Et on va finir avec le dernier défaut global de la série, c'est pas très important mais il faut quand même en parler, bah, c'est le sport, le pro-bending, qui était une bonne idée mais qui est totalement abandonnée. L'idée du pro-bending dans la saison 1 était, on va le dire, assez brillante, ça montrait l'évolution du monde et du rôle de la maîtrise des éléments, c'était un bon entraînement pour Korra, et c'est une compétition fun et dynamique, surtout au niveau de l'animation, mais après la saison 1, ce sport est complètement oublié. C'est encore un exemple de potentiel gâché de la série Korra, ou un concept intéressant et introduit pour être finalement abandonné immédiatement après. Bon, maintenant on va arrêter avec les soucis globaux de la série, et on va parler du problème qui, moi, me dérange, surtout si vous me connaissez, hein. Vous savez à quel point c'est très important pour moi, le fait que les personnages soient gris, et non pas tout blanc, non pas tout noir, non pas gentil ou méchant, mais effectivement un petit mélange des deux, pour moi c'est très important. Le problème, c'est que dans la légende de Korra, on essaie effectivement de te vendre un côté beaucoup plus mature que dans le dernier maître de l'air, mais c'est pas tout à fait le cas, et finalement les méchants dans la légende de Korra, c'est un peu un gâchis d'opportunité. Puisque au niveau de la gestion de cet antagoniste et de ses dilemmes moraux, c'est pas un truc de fou, d'autant plus que le dernier maître de l'air brillait justement par sa capacité à créer des méchants nuancés et crédibles, à part Ozai encore une fois, tandis que la légende de Korra peine à donner de la profondeur à ses ennemis et aux conflits qu'ils incarnent. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, sur le papier, la série avait tout pour réussir ça. Plutôt que de reproduire un schéma binaire avec un grand empire maléfique à abattre, Korra a tenté quelque chose de plus subtil, explorer des tensions politiques et philosophiques au sein d'un monde en pleine modernisation. Et chaque saison met en avant un antagoniste avec une idéologie différente, allant de l'égalitarisme extrémiste d'Amon à l'anarchisme de Zahir. Évidemment, c'est-à-dire le GOAT, mais on en parlera un peu plus tard. L'idée était excellente, et elle aurait pu effectivement permettre des confrontations bien plus nuancées que dans la série originale, mais en pratique, ces thèmes ont été souvent sous-exploités, et la série se sabote elle-même en simplifiant ces 10 dilemmes. On nous présente des ennemis avec des idéaux intéressants, mais au lieu d'en faire de véritables adversaires avec une logique cohérente, la série se trouve toujours une excuse pour les discréditer et éviter de poser des vraies questions et de mettre Korra en face de ses contradictions. Pire encore, plusieurs de ses antagonistes finissent par être réduits à des caricatures grotesques et à des menaces génériques à éliminer, alors qu'à la base ils étaient présentés comme étant relativement nuancés, et ça affaiblit totalement l'impact des idées portées par ces méchants. Et donc déjà, on va commencer avec le premier, c'est-à-dire Amon, un faux prophète qui évite tout vrai débat à la base. Puisque, quand même, la série commence fort avec ce personnage, ce chef du mouvement
égalitariste qui dénonce l'injustice du monde de Korra. Son idéologie repose sur un argument légitime, et c'est pour ça qu'il est intéressant au début, le Amon. Les maîtres des éléments dominent la société par pur droit de naissance, laissant les non-maîtres des éléments dans une position inférieure. Et il soulève une question essentielle. Comment un monde où le pouvoir est littéralement génétique peut-il être juste ? Malheureusement, au lieu d'explorer ce dilemme très intéressant, la série choisit la solution facile. Amon est un imposteur, il s'avère en fait être un maître de l'eau et du sang, ayant manipulé son apparence et son discours afin de servir une vendetta personnelle contre son père ultra-violent. Et ça détruit totalement la portée de ton message, transformant un débat légitime en une simple tromperie orchestrée par un homme avide de pouvoir. Korra aurait pu nous montrer une véritable révolution avec des partisans sincères, mais tout s'écroule dès que son leader est discrédité. Résultat, la question de l'équilibre entre maître et non-maître des éléments n'est jamais vraiment abordée, puisque finalement, le personnage qui porte cette idée, Amon, c'est un gros méchant. La série passe à autre chose, sans jamais vraiment remettre en question les privilèges des maîtres des éléments. C'est vraiment con. À côté de ça, on a Unalaq, un fanatique qui est complètement vidé de tout sens commun. Dans la saison 2, encore une fois, Unalaq, donc l'oncle de Korra, est présenté comme un antagoniste qui critique la commercialisation de la spiritualité et même la perte des traditions ancestrales. Encore une fois, c'est une question pertinente, tout comme celle que soulevait Amon, justement. Faut-il préserver les anciennes traditions ou s'adapter au monde moderne ? Et Korra, en tant qu'avatar, doit justement incarner cet équilibre entre passé et présent. Mais là encore, au lieu de nous offrir un vrai débat, Korra transforme Unalaq en un méchant caricatural. Et quand je dis Korra, je parle de la série, je parle pas du personnage. Puisque là, finalement, Unalaq ne veut pas seulement restaurer et protéger les traditions, en fait, il veut carrément devenir un avatar démoniaque en fusionnant avec Vaatu, l'esprit du chaos. D'ailleurs, un esprit du chaos qui n'a pas du tout été présenté, ou même foreshadowé ou quoi que ce soit, dans Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, encore une fois, c'est ridicule. Et son idéologie est rapidement reléguée au second plan. Et en fait, la série Korra ne se donne même plus la peine d'expliquer pourquoi rouvrir le portail spirituel serait une bonne chose. Korra finit par accomplir son objectif, mais sans avoir véritablement débattu de ses implications. Au final, le personnage sert uniquement à ajouter une menace surnaturelle, et le potentiel de réflexion sur la place de la spiritualité dans un monde moderne est complètement gâché. Bon, on parlait de la saison 1, puis de la saison 2, donc forcément, vous vous attendez à ce que je parle du grand méchant de la saison 3. Mais étant donné que j'ai ce qu'on appelle une race, quand même, voilà. Ce n'est pas demain la veille qu'on va me retrouver en train de critiquer Zahir, donc on va tout de suite passer à la saison 4 si vous me le permettez, et on va parler de Kuvira. Grande méchante de la saison 4, nous est présentée comme une leader militaire qui veut restaurer la gloire du royaume de la Terre, après le chaos laissé par la chute de sa monarchie, grâce et bien évidemment au Goth des Goths, voilà, je ne le renommerai pas. Sa montée en puissance à Kuvira est intéressante, puisqu'elle représente un discours populiste bien connu. Le besoin d'un leader fort pour restaurer l'ordre après une période de crise. D'ailleurs, à la limite, pourquoi pas, je peux être d'accord avec ça, mais mettons ça de côté. Elle se positionne contre les élites et prône un nationalisme fondé sur l'efficacité et la discipline. Malheureusement, comme pour les autres antagonistes, la série ne va jamais vraiment au bout de son idée. Plutôt que de rester une figure politique complexe et un peu nuancée, Kuvira devient, de but en blanc, une dictatrice mégalomane qui construit un espèce de méca géant et menace de détruire Republic City avec une super arme, voilà, on se croirait dans un épisode des Power Rangers, c'est ridicule. Et alors qu'elle aurait pu être, encore une fois, un personnage, un antagoniste subtil, représentant une idéologie légitime, mais néanmoins dangereuse, mais elle finit par être représentée comme une simple brute assoiffée de pouvoir. Et Korra ne se retrouve jamais forcée de négocier avec elle, ou même de comprendre son point de vue, elle doit juste la vaincre au combat parce que Kuvira, elle est méchante, tout simplement. Et c'est un problème, parce que ces trois antagonistes, c'est-à-dire Unalaq, Kuvira et Amon, avaient tous le potentiel pour soulever des dilemmes intéressants, et forcer Korra à remettre en question son rôle d'avatar. Mais à chaque fois, la série a trouvé un moyen de simplifier les choses. Soit le méchant est un imposteur, Amon, soit il est juste obsédé par le pouvoir, Unalaq et Kuvira, et au final, il n'y a jamais de vraie remise en question du système en place. Et Korra, en fait, n'est jamais vraiment obligé de faire un choix moral difficile. Alors que, en comparaison, Avatar, le dernier maître de l'air, gérait bien mieux ce genre de situation et ce genre de dilemme. Ozai était un tyran complètement binaire, là-dessus il n'y a pas de souci, mais la vraie menace venait d'Azula, qui représentait une perfection déshumanisée du système impérial. Même Zuko, qui commence comme un antagoniste, bénéficie d'un superbe arc de rédemption, d'aucuns diraient peut-être le meilleur arc de rédemption, toute fiction confondue, qui questionne les notions d'honneur et d'héritage, et en refusant d'accorder le même traitement à ses antagonistes, Korra passe à côté de ce qui aurait pu être son plus grand atout.
une réflexion mature et nuancée sur la politique et le pouvoir. Au final, la légende de Korra avait les moyens d'être une suite à la hauteur d'Avatar, le dernier maître de l'air, mais elle se contente trop souvent, cette série, de poser des questions sans jamais vraiment y répondre. Ces méchants qui auraient pu être les vecteurs d'un vrai débat finissent par n'être que des obstacles binaires et manichéens à surmonter pour Korra, plutôt que de véritables adversaires philosophiques pour l'Avatar. Et résultat, Korra ne fait jamais vraiment face à un véritable dilemme moral, sauf, et bien évidemment, bon, écoutez, voilà. C'est pour moi, c'est ma petite friandise, on va finir la vidéo en parlant du GOAT des GOAT, de Monsieur Zahir, si vous me le permettez, bien évidemment, l'exception à la série, l'antagoniste de la saison 3, qui est sans doute le seul méchant, le seul antagoniste à bénéficier d'un véritable développement réellement abouti. Ah, Zahir, franchement, j'ai des frissons rien que parler de lui. J'aime beaucoup le personnage. Vraiment, qu'est-ce qu'il est bien écrit, ce gars, c'est un truc de ouf. Contrairement à tous les autres antagonistes de toute la série, même, voilà. De ouf, il ne trahit pas ses propres principes, mais les pousse à leur extrême logique. Son nihilisme philosophique absolu est terrifiant parce qu'il s'appuie sur des concepts qui résonnent avec l'histoire de l'Avatar. Le détachement des possessions matérielles, le rejet du pouvoir centralisé et la recherche d'une liberté totale. Zahir se distingue aussi par la manière dont son idéologie force Korra à se confronter, pour la première fois et la seule fois de la série, à une vraie remise en question. Sa philosophie est un reflet déformé du pacifisme des moines de l'air, une tentative pervertie d'appliquer un idéal ancestral à un monde moderne. Et contrairement à Amon ou Kuvira, Zahir reste fidèle à ses principes jusqu'au bout, ce qui en fait un adversaire beaucoup plus marquant, puisque, voilà, juste pour vous le dire, à un moment donné, Zahir tue, dans une scène complètement folle, il me semble l'impératrice de la Terre ou la reine de la Terre, ou peu importe, et à ce moment-là, il a l'occasion de prendre son trône et de devenir le nouveau dirigeant de l'Empire. Il peut le faire, mais il le fait pas. Il le fait pas et il décide effectivement d'aller au bout de son extrême logique, de rejeter le pouvoir, de rejeter l'argent et de suivre sa propre idéologie qu'on peut critiquer d'ailleurs, il n'y a pas de souci, d'ailleurs c'est un méchant, donc son idéologie est critiquée de facto par la série. Mais en tout cas ce qui est respectable, c'est que le mec, il devient pas un espèce de tyran assoiffé de pouvoir à la fin, genre en mode oui, finalement je prends le trône même si ça va à l'encontre de mon idéologie de base parce que finalement je suis méchant, mahaha. Non. C'est pas ce qu'il fait, il va au bout du délire, il lâche l'affaire, il lâche le pouvoir, il dit écoutez, le pouvoir au peuple et débrouillez-vous avec ce que vous avez. Et c'est là que la série touche du doigt ce qu'elle aurait dû être. Avec Zahir, la légende de Korra ne se contente pas juste de vaincre un ennemi, elle doit aussi comprendre pourquoi il pense avoir raison et pourquoi il attire autant de partisans. Sa défaite n'est pas qu'une victoire physique face à Korra, mais aussi une victoire morale, où Korra incarne une alternative crédible à son idéologie. D'ailleurs c'est aussi ça qui est vraiment bien avec Zahir, c'est que il rend la saison 4 meilleure qu'elle ne l'est vraiment. Parce qu'en réalité, la montée en puissance de Kuvira est sous-entendue, très fortement due au vide de pouvoir entraîné par Zahir. Ce que les Anglais, ce que les Américains, ce que les Anglo-Saxons appellent le power vacuum, c'est-à-dire le trou noir de pouvoir, ce qui fait que, généralement, c'est ce qu'on dit, quand il n'y a pas de pouvoir et que c'est l'anarchie, c'est à ce moment-là, en général, qu'un dictateur ou un tyran profite pour venir et établir son pouvoir, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, d'une certaine manière, Kuvira est un peu la réponse, une saison en retard, à l'idéologie de Zahir, en disant, ouais, bah écoute, ton idéologie ne provoque pas la liberté totale, mais tout ce que ça apporte, bah, c'est Kuvira. C'est ça qui est intéressant. Et Zahir est tellement bon que même dans une saison où il apparaît quasiment pas, on le voit juste dans une cellule en train de méditer, même dans cette saison 4 où il apparaît quasiment pas, bah, il la rend meilleure, quoi. C'est pour dire à quel point Zahir est vraiment super bien écrit. Et bon, on va terminer la vidéo ici. En fin de compte, encore une fois, La Légende de Korra est une série pleine d'ambition, qui propose des concepts fascinants, mais qui ne sait pas toujours vraiment comment les exploiter. Ses antagonistes sont censés représenter les nouvelles complexités d'un monde en mutation, mais ils finissent tous, à part Zahir encore une fois, je tiens à le dire, souvent réduits à des menaces simplistes que Korra peut résoudre à coups de poing. Et ça empêche vraiment la série La Légende de Korra d'explorer pleinement ses propres idées et de donner à son héroïne des défis philosophiques à la hauteur de son prédécesseur. Et encore une fois, ça signifie pas que Korra est une mauvaise série. De toutes les manières, avec Zahir dans ta série, c'est difficile d'être une mauvaise série. On va pas se mentir. La série a quand même des moments de grandeur, une animation magnifique, des thèmes qui, même mal exploités, restent quand même plus matures que la plupart des séries animées du même genre. Mais bon, voilà, en évitant systématiquement, à part dans la saison 3, de vraiment affronter ses propres dilemmes moraux, bah, la série passe à côté de ce qui aurait pu en faire un chef-d'œuvre. Donc voilà quoi. Maintenant, est-ce que La Légende de Korra a réussi à succéder dignement à Avatar, le dernier maître de l'air ? Bon, la réponse est non, à part pour la saison 3. Voilà. Donc, dans un monde en pleine évolution et en conflit quasiment permanent, Zahir se démarque des autres antagonistes de la série pour 5 raisons principales qui sont
et sans pour autant aller trop loin là-dessus, son évolution de personnage, sa relation complexe avec sa compagne Peli, sa philosophie anarchiste, sa position de leader d'un groupe révolutionnaire, donc le Lotus Rouge, son caractère nuancé, et enfin, son impact profond sur le personnage principal, c'est-à-dire Korra. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans le monde passionnant d'Avatar, et laissez-moi vous exposer plus précisément les 5 raisons pour lesquelles Zahir est selon moi le meilleur méchant de la série. Alors, premier point, tout d'abord, l'évolution et le développement de Zahir, qui sont tout à fait remarquables, et ça va nous permettre de résumer le parcours du personnage, pour ceux qui effectivement ont besoin d'un petit cours de rappel. Au début de la saison 3, Zahir nous est présenté comme étant le chef du Red Lotus, donc le Lotus Rouge, un groupe d'anarchistes qui cherchent à renverser les gouvernements et à instaurer la liberté totale. Et le truc qui rend Zahir immédiatement intriguant, c'est que si les membres de son groupe sont des maîtres des éléments, donc des benders, voilà, benders en version originale, lui Zahir ne l'est pas. Il ne maîtrise aucun élément, c'est juste un mec normal. Donc fatalement, le mec doit forcément être ultra charismatique pour faire se soumettre, entre guillemets, des mecs qui maîtrisent la lave ou je ne sais quoi, à son autorité. Bon, évidemment, il n'y a pas vraiment le côté soumission, vu que c'est plus un groupe anarchiste, mais Zahir est quand même le chef. Tout de même. Donc Zahir commence la saison 3 en étant emprisonné, mais parvient à se libérer à la suite de la convergence harmonique. Et alors même qu'il commençait à perdre espoir, Zahir découvre qu'il est devenu justement un maître de l'air. Cette nouvelle maîtrise renforce son statut de puissant antagoniste, lui permettant de s'évader, puis d'aller libérer ses 3 acolytes, afin de reformer le redoutable groupe du Lotus Rouge, maintenant plus efficace que jamais, vu que maintenant Zahir est quand même un maître de l'air lui-même. D'ailleurs, il est intéressant de faire remarquer que c'est la première fois dans la série, que ce soit Avatar ou Korra ou peu importe, qu'un antagoniste soit un maître de l'air, parce que jusque-là, la maîtrise de l'air, c'était un peu l'apanage exclusif de Aang. C'était un peu l'élément des gentils, entre guillemets, pour faire un peu caricatural. Et donc là, Zahir il débarque, il bouscule les attendus, retourne un peu les tropes, et ça fait plaisir, tout simplement. D'autre part, à mesure que la saison avance, Zahir commence à montrer une subtilité qui est rare pour un antagoniste classique. Il fait preuve d'une grande admiration pour la philosophie des nomades de l'air, particulièrement les enseignements de Guru Lagima. Il commence à remettre en question ses propres croyances et à envisager une nouvelle voie pour lui-même et le monde. Par la suite, lorsque le chaos éclate dans la ville de Ba Sing Se, Zahir joue un rôle clé en aidant Korra et les autres à rétablir l'ordre. Il révèle également qu'il a développé des sentiments sincères pour sa compagne Peli et se montre déterminé à protéger ses camarades du Lotus Rouge. On apprend également qu'il avait en réalité une vision plus grande. Zahir cherche à libérer le monde non seulement de la présence des avatars, mais aussi de tous les tyrans, en fait, de tout type d'autorité étatique. On va pas parler japonais, voilà, c'est plus ou moins ça. L'évolution de Zahir tout au long de la saison 3 jusqu'à la saison 4 est vraiment très intéressante. On a là la métamorphose d'un antagoniste simplement déterminé à atteindre son but, à un personnage plus complexe et nuancé, remettant en question ses propres croyances et cherchant à libérer le monde d'une manière plus équilibrée. Sa transformation met en évidence la possibilité de changement et d'évolution des personnages, même dans un contexte d'idéologie radicale. Cette évolution complexe de son personnage nous offre un aperçu captivant de son cheminement intérieur et de sa soif de liberté absolue. Et second point, comme je l'ai un peu teasé au tout début de cette vidéo, il y a la relation entre Zahir et Peli, qui a un aspect clé de son histoire, quand même. Peli étant membre du Lotus Rouge, et la compagne de Zahir accessoirement, voilà, c'est un peu la waifu géante de Zahir, la méga waifu de Zahir. Et oui, leur relation est marquée par une profonde loyauté et un amour inconditionnel évidemment, ce qui donne une dimension émotionnelle et tragique à leur histoire. Par exemple, lorsque Peli est capturée et détenue prisonnière, Zahir fait absolument tout ce qui est son pouvoir pour la sauver, témoignant de la profondeur de ses sentiments envers elle. En dépit du fait que Zahir soit quand même le grand méchant de cette saison 3, en plus c'est assez marrant. Quand ils se barrent de la prison, qui sont dans le camion, ils n'arrêtent pas de se bécoter, évidemment les 2 autres acolytes sont un peu gênés, du bon, vas-y, laissez ça pour plus tard quoi. C'est ça. La playa había subido la marea. C'est marrant, bref. Au-delà de ça, Peli possède la maîtrise de la combustion, une forme rare et puissante de bending du feu, donc de maîtrise du feu. Elle est capable de projeter des explosions dévastatrices à travers son front, en mode sniper, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait déjà vu dans Avatar avec l'homme explosif. Sa maîtrise de la combustion combinée à la maîtrise de l'air de Zahir fait d'eux un duo redoutable sur le champ de bataille. Leur coordination et leur complémentarité dans les combats les rendent tout aussi impressionnants qu'intrigants en tant que couple. Pour finir, et sans entrer dans les détails pour éviter les spoilers, la relation entre Zahir et Peli connaît une tournure tragique vers la fin de la saison 3, et qui a donc un impact majeur sur l'intrigue et sur Zahir, ce qui lui permettra de débloquer, attention, la maîtrise du vol, l'arcane ultime de la maîtrise du vent. C'était légendaire ce truc, genre, personne ne pensait en réalité que ça existait vraiment. Quelque chose que Aang lui-même n'a jamais été capable de maîtriser, c'est quand même un truc de fou, montrant à quel point Zahir est un être exceptionnel, le gars c'est un sacré client.
Troisième point, la philosophie anarchiste de Zahir, qui est encore un élément supplémentaire qui le distingue des autres méchants de la série. Il croit en l'élimination totale de tout système de gouvernement pour permettre une totale liberté individuelle. Cette philosophie radicale ajoute une dimension politique et idéologique à son personnage, ce qui est plus que bienvenu, on va quand même le dire. Zahir est animé par une vision idéaliste, même si ses méthodes sont clairement extrêmes. Il remet sans cesse en question les structures de pouvoir établies et cherche à libérer les individus de toute forme d'oppression. Cette vision radicale et sa détermination à l'appliquer font de lui un personnage proprement captivant, car il incarne la lutte pour la liberté et l'autonomie individuelle. Le moment qui montre réellement à quel point Zahir est vraiment sincère dans ses idéaux, ça prend place après qu'il ait tué la reine de la Terre. Il a donc l'occasion à ce moment-là de s'asseoir sur le trône et de prendre le contrôle de Ba Sing Se, ce qu'un méchant classique et ennuyeux aurait fait. Mais Zahir, lui, tout au contraire, il décide de laisser le pouvoir au peuple, comme il a dit qu'il le ferait. Comment le décrire autrement que par le mot badass. Voilà, désolé pour ceux qui aiment pas les anglicismes, mais là j'ai envie de dire, j'avais pas le choix. Quatrième point, et vous l'avez certainement compris à ce niveau de la vidéo, ce qui rend Zahir proprement captivant et particulièrement extraordinaire, c'est sa complexité et son caractère nuancé. Contrairement à d'autres méchants stéréotypés, Zahir n'est pas simplement un archétype du mal, il a des motivations et des convictions profondes, qui, bien que radicales, trouvent leurs racines dans ses expériences personnelles et dans sa vision du monde. Sa dimension nuancée ajoute de la profondeur à son personnage et incite le public, que nous sommes, à réfléchir sur les limites de la liberté et du pouvoir. Et attention spoil, sa transformation radicale après la mort de Peli démontre la profondeur de son caractère et sa capacité à se réinventer. Le mec il se met pas à chialer ou à je sais pas quoi nanani, non directement, il débloque une nouvelle capacité, et c'est reparti. Voilà. Cette évolution nous permet de découvrir différentes facettes de sa personnalité et de comprendre les motivations qui le poussent à agir. Je veux dire, quand tu vois à quel point la reine de la Terre est une énorme saloperie, tu comprends que Zahir est décidé de massacrer tous les tenants du pouvoir de la planète. Et pour finir, cinquième et dernier point, on a quand même l'impact de Zahir sur le personnage principal, donc Korra, qui est indéniable, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, sans même parler du plan philosophique. Parlons rapidement de quelques aspects de l'impact de Zahir sur Korra. Déjà, Zahir représente l'un des adversaires les plus puissants et les plus redoutables que Korra ait jamais eu à affronter. Leur confrontation intense met les compétences de Korra à rude épreuve, et la pousse à dépasser ses limites pour devenir une avatar encore plus forte. De plus, Zahir est porteur d'une idéologie radicale et anarchiste, remettant en question l'ordre établi et tous les systèmes de gouvernement. Ses actions et ses paroles amènent Korra à réfléchir profondément sur la nature de son rôle en tant qu'avatar et sur le monde qui l'entoure. Elle est confrontée à des dilemmes moraux et à des décisions difficiles, dans sa quête pour trouver un équilibre entre ordre et liberté. Par ailleurs, Zahir, avec son exploration de la philosophie des nomades de l'air et sa connexion avec les enseignements de Guru Lagima, on en a déjà parlé, ouvre les yeux de Korra sur de nouvelles perspectives spirituelles. Bon là, évidemment, je parle de la saison 4. Elle apprend, grâce à lui, à se libérer de certaines de ses croyances limitantes, ce qui la conduit à une évolution spirituelle profonde, que l'on voit notamment, je viens de le dire, lors de la saison 4. Et enfin, les actions de Zahir ont des répercussions émotionnelles, ainsi que physiques, sur Korra. Le combat ultra hardcore entre Korra et Zahir à la fin de la saison 3 a eu un impact durable sur l'état mental, émotionnel et même physique de la jeune femme. On la verra d'ailleurs se déplacer en chaise roulante au tout début de la saison 4. Korra doit ainsi faire face à des traumatismes et à des troubles émotionnels causés par sa rencontre avec Zahir. C'est dire à quel point le mec ne plaisante pas. Je veux dire, même en prison, le type s'en bat complètement les couilles, il fait sa vie dans le monde spirituel, et le fait d'être emprisonné n'a littéralement aucun impact sur lui. Zahir, c'est ce que tu obtiens si tu mets Makelele dans l'univers d'Avatar. M'en bats les couilles. C'est juste lunaire. Dans l'ensemble, l'impact de Zahir sur Korra est multidimensionnel. Il pousse Korra à repousser ses limites physiques et mentales, remet en question ses convictions ainsi que ses responsabilités en tant qu'avatar. Il la pousse également dans un voyage de transformation personnelle et spirituelle. Leur relation antagoniste joue un rôle essentiel dans le développement et l'évolution du personnage de Korra tout au long de la saison 4. Et en conclusion, Zahir est un personnage tout simplement inoubliable et captivant de la légende de Korra. Son évolution, sa relation avec Peli, sa philosophie anarchiste, sa connexion avec le Lotus Rouge, ainsi que sa complexité en tant que personnage nuancé, et sans oublier évidemment son impact sur Korra, en font un antagoniste plus que mémorable. Et en ce qui me concerne, Zahir n'est pas seulement le meilleur méchant de l'univers d'Avatar, non. Il en est tout simplement le meilleur personnage. Zahir est bien plus qu'un méchant de base, le mec m'a carrément choqué. Je ne pensais pas qu'un jour je verrais un personnage aussi admirablement écrit dans un dessin animé Nickelodeon. Et pour que je dise ça d'un perso qui s'est pris une chaussette dans la bouche, faut y aller. donc voilà. Alors on va commencer avec l'élément, on va dire, le plus controversé peut-être, non? En tout cas dans Avatar le dernier maître de l'air, évidemment on va parler du feu. Donc on va parler des 4 meilleurs maîtres de feu, et donc je parlais là de Avatar le dernier maître de l'air, ironiquement on va commencer avec un personnage qui apparaît seulement dans la légende de Korra. On va parler donc de Peli.
Peli, qui est donc effectivement la petite amie de Zahir. D'ailleurs, évidemment, Zahir, on en parlera un peu plus tard, ça je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, on va parler de Peli, on va parler du fait qu'elle fasse 2 mètres, et que ce soit une putain de tour de contrôle, et qu'elle a le même pouvoir que l'homme explosif, que l'espèce de l'homme combustion man, je pense qu'on l'appelle, effectivement, qui ont tous les deux, hein, ces 2 personnages Peli comme l'homme combustion, la capacité effectivement de faire exploser des trucs seulement avec leur 3e œil. Ce qui est quand même pas trop mal, quoi. Les mecs, ils font exploser des délires. Et le truc de Peli, c'est que contrairement à l'homme explosif, elle est capable donc d'incliner ses tirs afin de te toucher même derrière ton abri. Ça veut dire que si tu vois Peli, tu dis vas-y, je vais me cacher derrière un petit muret, bah en fait, elle va quand même t'avoir. En mode un peu comme le film Wanted, quoi. Quand les mecs, ils tirent avec leurs flingues, mais les balles, en fait, font des 360. C'est plus ou moins ce qu'elle fait, c'est assez intéressant. Voilà, donc bon... Elle peut te toucher à des kilomètres, elle te one-shot dès qu'elle te touche, voilà. Elle fait des tirs de missiles nucléaires, enfin, c'est un truc de fou, quoi. En plus, tu la vois à chaque fois lorsqu'elle se bat aux côtés de son copain, de son compagnon Zahir, tu les vois, c'est un truc de fou, quoi. Zahir, effectivement, avec sa maîtrise de l'air, arrive à gérer tout le monde au corps à corps, et Peli arrive à flinguer tout le monde à longue distance, c'est assez terrifiant. De toutes les manières, on parlera beaucoup, je pense, lors de ce top, de ce qu'on appelle les membres du Lotus Rouge, dont Zahir et Peli font partie, de toute façon, vous inquiétez pas. On va beaucoup en parler, donc voilà. Top 4 de tous les maîtres de feu, Peli. Voilà. Allez, on va avancer avec... Bon, là, par contre, on sera obligé, donc, de revenir dans l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air, avec Azula, bien entendu. Alors, Azula, la grande sœur de Zuko, qui est donc la seule bender, en ce qui concerne le feu, à être capable, effectivement, de maîtriser un feu bleu. Voilà. Donc son feu est tellement intense qu'il prend une couleur absolument unique à Azula. Voilà. Aucun autre maître de feu, aucun autre firebender, voilà, n'arrive à faire ça, c'est quand même assez impressionnant. Elle est capable également d'utiliser les arcs électriques, assez extraordinaire, en plus de le faire avec seulement 2 doigts, et ça lui permet effectivement de toucher ses adversaires avec beaucoup de précision, c'est très impressionnant. Elle est extrêmement mobile, on la voit, bon, c'est vraiment une artiste martiale assez terrifiante, elle est capable effectivement de... Voilà, quoi, de se déplacer, de faire des bonds, elle est très mobile, très difficile à toucher, on le voit plus d'une fois lors de la série. Le seul problème d'Azula, et ça l'empêche effectivement d'être placé un peu plus haut, c'est donc sa, voilà, comme chacun sait, sa folie assez rampante, assez dingue, qui effectivement la fera perdre, il me semble, face à Katara à la fin de la série, il me semble. Bon, désolé d'avoir spoilé, mais... Et voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les séries, mais il me semble que c'est ça. On va continuer, donc avec le top 2, bon voilà, bon, le boss de fin de Avatar, le dernier maître de l'air, et bien évidemment Ozai, donc le père d'Azula, le père de Zuko. Le mec, voilà, on va pas se mentir, il peut cramer un pays tout seul, on le voit, d'ailleurs on le voit assez peu, Ozai, c'est assez triste, je trouve. C'est un personnage qui n'est pas très intéressant, c'est le gros méchant de base, c'est dommage, voilà, c'est dommage, effectivement, alors que pourtant, la plupart des méchants dans Avatar, et surtout dans la légende de Korra, les méchants sont excellents, voilà, je pourrais parler de Zahir, mais je pourrais parler d'autres méchants, mais voilà. Ozai, il l'est pas, c'est assez dommage, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas très bien écrit, il est surpuissant, le mec, il peut te cramer un pays, il peut voler en mode fusée, c'est quand même extraordinaire, il peut s'envoler, voilà, en mode boss l'éclair, il peut s'envoler, il n'y a aucun problème. Évidemment, bon, même pas besoin de le dire, il maîtrise l'électricité, il peut rediriger les flammes, même si tu lui balances un coup de lance-flamme, il va rediriger cette attaque enflammée vers toi, donc j'ai envie de dire, voilà, n'utilise jamais de firebending contre Ozai, c'est pas la peine. Le mec est surpuissant, il se bat avec son seum, il se bat avec sa haine, voilà, il a une maîtrise du feu qui est naturelle, quoi. Le mec, il respire, il vit par le feu, donc bon, voilà, quoi, tout simplement. Et la seule façon qu'a eu Aang, effectivement, de battre Ozai, c'est en lui retirant sa capacité à maîtriser le feu. Voilà, tout simplement, sa maîtrise des éléments. Soit ça, soit c'était fini, quoi. Donc... de dire, le mec est très bon. Et donc, on va rester dans cette famille de dingue quand même, hein, voilà, la famille royale, on va passer bien évidemment à l'oncle Hiro, voilà, l'oncle Hiro. Bon, évidemment, je pense que c'est le seul maître de feu qui soit plus fort que son frère Ozai, je pense. Voilà, le mec, bon, pas besoin d'aller chercher trop loin avec Hiro, le gars, il détruit la muraille de Ba Sing Se, quoi. Voilà. À partir de là, c'est bon. Point barre. On passe, voilà. On passe tout de suite à l'élément suivant. Il y a pas grand-chose à dire. Et il me semble que dans tout l'univers d'Avatar, il y a que 2 personnages qui ont jamais réussi à détruire la muraille de Ba Sing Se. Et Hiro fait partie de ces 2-là. Donc le mec est quand même assez puissant. Tout simplement, bon, il maîtrise les arcs électriques, rediriger des arcs électriques, c'est un truc que seul un esprit en paix pourrait faire apparemment, c'est ce qui est dit, donc le mec est très fort. Et en plus de ça, ça veut dire que bon, t'as déjà tout ça, il est capable de cracher du feu.
C'est le seul mec, effectivement, qu'on n'a jamais vu être capable d'un truc pareil. Donc voilà, encore une fois, Hiro, il est très très fort, surpuissant, et c'est le maître de feu le plus puissant qu'on ait jamais vu dans l'univers d'Avatar, tout simplement. Maintenant, au niveau des mentions honorables, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, il y a Combustion Man, j'en ai parlé, mais bon, voilà, l'homme explosion, l'homme explosif est quand même moins fort que Peli, donc j'en ai pas beaucoup parlé. Il y a Jeong, effectivement, Yeong, je sais pas exactement comment vous voulez l'appeler, surpuissant, le mec qui fait des tornades de feu, laisse tomber. Il y a le général Hiro, ne pas confondre avec Hiro, qui est très puissant. Et il y a bien sûr l'avatar Roku. L'avatar Roku que j'aurais pu mettre dans tous les tops, hein. Il est très très fort, il maîtrise tous les éléments, mais bon, voilà. J'en parlais un peu vers la fin, mais bon. Alors, je vous avais parlé effectivement tout à l'heure du fait qu'on allait retrouver assez souvent les membres du Lotus Rouge. Bah oui, j'ai pas menti. Gazan, évidemment. Alors Gazan, donc le pote de Zahir, qui maîtrise la lave. Voilà, il maîtrise la lave. Genre bon, à partir de ce moment-là, c'est bon. Encore une fois, on peut passer à l'élément suivant et voilà, directement. Le mec maîtrise la lave, c'est-à-dire que tu dis, bon, il va maîtriser la terre. En fait, lui, il est au-dessus, quoi. Voilà, la terre, c'est trop mainstream. il passe à la lave directement. C'est évidemment complètement OP. Il balance des shurikens de lave, il change la topographie du champ de bataille quand il veut, il décide de là où tu peux poser tes pieds ou pas. C'est un truc de fou, ça veut dire que si il a envie de limiter ton champ d'action, il limite ton champ d'action. Il fout du magma partout, c'est bon, c'est fini quoi. À part si tu t'appelles Zahir et que tu peux t'envoler, ou même Ozai, les seuls mecs effectivement qui peuvent voler, bah t'es foutu quoi. Voilà. Et même effectivement, lorsqu'on le voit se battre contre Bolin pète des câbles en fait. Parce que c'est-à-dire que Bolin effectivement est un très bon bender de terre, hein, Earthbender, hein, un très bon maître de la terre. Il lui balance donc des espèces de stalactites, des espèces de morceaux de cailloux, des morceaux de terre. Mais à chaque fois qu'il lui balance un truc de terre, eh bien, tu vois Gazan en train d'utiliser cette terre et il l'a transformée en lave, transformée en magma. Il comprenait pas. Bolin lui-même dit putain, en fait je me bats contre lui, je lui donne des munitions quoi. Je lui donne les munitions dont il servira pour me flinguer quoi. Bon bref, le mec absolument infernal, Gazan tout simplement évidemment, top 4 des meilleurs maîtres de l'air, bien évidemment. Donc on va rester sur la légende de Korra, donc Kuvira bien entendu, la grande méchante de la saison 4 de la légende de Korra, donc maîtrise du métal, le metal bending, évidemment je pense que d'ailleurs vous devinez qui est le meilleur maître de la Terre qui effectivement trônera au top des maîtres de la Terre, des Earthbenders. Évidemment, quand je dis maître, j'aurais pu dire maîtresse, vous la connaissez déjà, pas besoin de vous spoiler, mais on va pas en parler tout de suite. Bon, alors Kuvira, bien entendu, c'est la maîtrise du métal. On la voit flinguer des bandits en leur balançant des mini-bandes de métal pour couvrir leurs yeux, et donc les mecs ils peuvent plus voir. Voilà, la meuf est super créative, elle est imprenable en attaque, en défense, elle arrive à se faire des espèces de griffes en métal pour se battre contre Korra. Elle peut gérer des super clients, des énormes mecs super vénères comme Suyin, et bien évidemment Korra. Donc voilà, la meuf, elle sait de quoi elle parle, elle est très forte, normal. Bon, donc là on va parler du roi Bumi. Alors le roi Bumi, c'est vrai que quand on voit ce mec là, on se dit oui c'est un schlag. c'est littéralement le schlag que l'on voit là dans l'épisode des Lascar quoi. Voilà, c'est le schlag. Bon, bah ouais, ok, c'est un schlag, mais on parle quand même d'un type qui a conquis Ba Sing Se à lui tout seul. Ça veut dire que lui, son armée, c'est lui-même. Voilà, il est le général, il est le colonel, une armée d'une seule personne quoi. Voilà, les troupes, les fantassins, c'est lui-même tout seul. Il flingue un pays tout seul. C'est un truc de fou. Le mec, il casse des plaques sismiques, il provoque des tremblements de terre. C'est plus ou moins barbe blanche, on va pas se mentir. Il y avait un moment, par exemple, il y avait effectivement Aang qui se dit « Ouais, je vais le déboîter au corps à corps, je vais y aller au cac ». Donc tu vois effectivement Aang en train de courir vers Bumi. Il lui dit « Ok, d'accord, tu veux courir vers moi ?» En fait, tout ce qui... Il claque des doigts et le sol sur lequel Aang courait se transforme en sable mouvant, quoi. Donc voilà. C'est un truc de fou, il a un sens sismique de dingue, il ressent tout à travers la terre, le mec il a même pas besoin d'ouvrir les yeux, c'est quand même un délire. Le roi Bumi, effectivement, quand tu le vois, tu te dis c'est un schlag, mais bon, faut pas le sous-estimer. Bon, alors, évidemment, le top 1, bon, Toph, est-ce que c'était même un spoil? Je pense que tout le monde le savait. La meuf, elle t'invente le metal bending, quoi. Elle t'invente la maîtrise du métal. Elle invente une maîtrise d'un élément que personne n'a jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. À partir de ce moment-là, je pense que c'est pas la peine d'en parler. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est bon, tout est dit, quoi. Voilà. Comme dirait un certain rappeur, voilà. Je crois bien que tout est dit. Voilà, je crois bien que tout est dit. Bon, allez, on va en parler un peu, mais c'est vraiment par politesse. Sens sismique monstrueux, aveugle, mais peut tout voir grâce aux vibrations environnantes. C'est la première de l'histoire, encore une fois, pour pouvoir maîtriser le métal. Elle est ultra précise, elle est quasiment intouchable. La meuf, on la voit casser une porte en fer, et ensuite elle utilise cette porte en fer comme un méca, comme une armure sur elle. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? Voilà, Toph number one.
C'est bon, c'est peut-être même la meilleure de tous les temps. Je dirais même, avec Aang, je pense que c'est peut-être même la maîtresse des éléments la plus puissante de l'histoire. C'est vraiment un truc de foot-off. Mais la meuf, elle casse la réalité. Voilà. Allez, on va passer assez rapidement à l'élément de l'eau. Voilà, tout simplement. Alors, l'élément de l'eau, bon... Alors, ça va être un élément un peu controversé. Je pense que les gens vont m'attraper par le callback dans les commentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va pas vraiment parler de l'élément de l'eau, on va parler de l'élément du sang. Voilà. Parce que, et j'ai envie de dire, c'est un peu le format de la vidéo qui veut ça, étant donné qu'il n'y a que 4 places pour chaque élément, bah en fait, il y aura toute une famille, exactement d'ailleurs comme pour l'élément du feu, qui va un peu squatter ce top. Voilà, je suis vraiment désolé, mais écoute, voilà. C'est-à-dire que les mecs comme Katara, comme Korra, qui sont pourtant super puissants, ça veut dire que ce sont des maîtresses de l'élément de l'eau qui sont impressionnantes, malheureusement ne seront pas dans ce top. Parce que c'est effectivement un top qui sera trusté par une certaine famille, voilà. Bon, heureusement, cette famille est composée de 3 personnes, ce qui fait qu'il y a une place pour une maîtresse des éléments parmi tant d'autres, donc la meilleure. Alors, c'est Katara, c'est Korra, non, c'est Minghua. Évidemment, je vous l'avais dit, les mecs, on va toujours parler du Lotus Rouge dans cette vidéo, et donc on va reparler d'un autre membre du Lotus Rouge, bien évidemment, Minghua. Bon, alors Minghua, bon, on disait effectivement il n'y a pas si longtemps que pas de bras, pas de chocolat. J'ai pas envie de faire ma dad joke, mais là je crois que pas de bras, mais quand même chocolat. Quand même chocolat pour Minghua, parce que clairement, en ce qui me concerne, c'est la meilleure en maîtrise de l'eau de l'histoire, point barre. Voilà. Et encore une fois, vous allez me demander, mais pourquoi elle est en 4ème position si elle est super forte, si c'est la meilleure en maîtrise de l'eau, en waterbending? Bah en fait, c'est seulement parce qu'elle n'a pas la maîtrise du sang. Voilà, et donc on va en parler un peu plus tard de cette maîtrise du sang. Mais voilà, à part ça, la meuf, elle peut tout faire. Elle a remplacé ses bras par de l'eau. Elle passe de la glace au liquide en 1 seconde. Enfin, voilà. Minghua, c'est un peu la Toph, mais de la maîtrise de l'eau. Dans le sens où sa maîtrise de l'eau, son waterbending, et sa manière d'interagir avec le monde. De la même manière que Toph utilise sa maîtrise de la terre pour interagir avec le monde, vu qu'elle est aveugle. C'est à peu près plus ou moins la même chose, sauf que Minghua, elle, n'a pas de bras. Voilà. Donc elles sont toutes les deux handicapées et utilisent leur maîtrise de leur élément de prédilection afin de compenser. Encore une fois, Minghua respire la maîtrise de l'eau, tout simplement. C'est un peu le Docteur Octopus sous stéroïdes. Elle a l'une des meilleures mobilités ever. Elle peut même se transformer en perceuse. C'est un truc de fou. Voilà, tout simplement, Minghua, number 1 en ce qui me concerne la maîtrise de l'eau pure. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on va pas parler de la maîtrise de l'eau pure dans ce top. On va parler surtout de la maîtrise du sang. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de bloodbending ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, donc, de maîtrise du sang ? En fait, c'est un truc que l'on voit lors d'un épisode assez dark, hein, peut-être l'un des épisodes les plus dark de Avatar, hein, voilà. Donc une espèce de vieille femme qui a débloqué le bloodbending, donc effectivement la maîtrise du sang. Et le problème de cette maîtrise du sang, c'est qu'elle est complètement cheatée, parce qu'effectivement, tu peux maîtriser le sang dans les gens, donc ça veut dire que tu les utilises comme des pantins, voilà. C'est le truc le plus cheaté de l'univers d'Avatar, mais encore à l'époque, c'était limité par le fait qu'on ne pouvait effectivement en principe utiliser le bloodbending qu'à partir du moment où il y a la pleine lune. Donc effectivement Katara apprend la maîtrise donc du bloodbending, donc de la maîtrise du sang, mais étant donné qu'elle ne peut le faire que lorsqu'il y a la pleine lune, bon, c'est un peu nerfé. Le problème, c'est qu'il y a une certaine famille, je sais pas comment ils ont fait, voilà, ils ont réussi à débloquer le bloodbending, mais à volonté. Donc à partir de ce moment-là, forcément, ils niquent le game. Écoutez, moi je les aime pas ces gens-là, mais à partir du moment où tu peux faire du bloodbending à volonté, à partir de ce moment-là, c'est terminé. À partir de ce moment-là, c'est fini. Comme il dit là, l'espèce de... comme le même là, avec le Renoir là. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Là maintenant c'est fini. Donc bien entendu, on va en parler. On va commencer bien entendu avec Tarlok. Donc voilà, Tarlok, encore une fois, c'est un mec normal au niveau de la maîtrise de l'eau. On le verra par exemple face à Korra en train d'user d'un espèce de dôme à queue pour se protéger, puis il envoie donc des pics de glace en retour à Korra, donc bon, c'est sympa mais ça n'a rien d'incroyable. Encore une fois, le problème de ce type-là, c'est le bloodbending. On le voit bien entendu en train de maîtriser 10 personnes en même temps avec juste son bloodbending, voilà, en mode le mec qui met la Hagra à Tenzin. Tenzin, donc le fils de Aang. MDR, j'ai envie de dire. Là, on parle vraiment des mecs complètement pétés. Donc forcément, si on parle de Tarlok, du petit frère, on va parler évidemment du grand frère. Donc no attack. Bon, alors, encore une fois, bloodbending sans pleine lune, ça veut dire Simmer chef. Et en plus de ça, t'ajoutes à cela le soulbending.
Simir Hang. Donc c'est quoi le soul bending? On va en parler quand on parlera de Hang, bien entendu, Hang est dans le top. Bon, le soul bending, évidemment, c'est la maîtrise de l'âme. Donc ça te permet effectivement d'enlever la maîtrise des éléments à quelqu'un exactement comme Hang l'a fait avec Ozai. Donc voilà, bon, à partir de ce moment-là, c'est quand même complexe. Et Tarlok d'ailleurs dira de lui qu'il est le plus grand maître de l'eau de l'histoire, et bah oui, encore une fois, maîtrise du sang à volonté, sans même user de mouvement d'ailleurs, parce que Tarlok a besoin d'utiliser les mouvements de la même manière que la vieille et Katara ont besoin d'utiliser les mouvements avec leurs mains pour utiliser le bloodbending. Noatak, il en a pas besoin. Voilà, le mec, il le fait juste avec sa pensée, voilà, de manière purement mentale, contrairement à son frère d'ailleurs, et d'ailleurs, il mettra une Hagra à son frère Tarlok. À partir du moment où c'est compliqué, il est invincible en combat, il peut faire bouger ses adversaires de sorte à ce que leurs attaques ratent, bon, voilà. Le cheatage, voilà, le mec il a un action replay, et d'ailleurs en parlant de l'action replay, on a parlé des deux frangins, bien entendu on va parler du papounet, Yakon. Alors Yakon, bon, on parle d'un mec donc qui utilise le bending d'eau de manière psychique, voilà, il te soumet une armée entière juste avec sa pensée, au revoir merci, je suis vraiment désolé, voilà, comme dirait le regretté Jean-Pierre Mocky, au revoir, merci. C'est tout. Encore une fois, tu vois donc Yakon en train de mettre en PLS Hang et Toph. C'est quand même compliqué. Hang et Toph qui sont donc, on va le dire, hein, je vais vous spoiler, les deux plus grands maîtres des éléments de l'histoire et les deux plus grands maîtres des éléments de la Terre, et bien évidemment, bon, Hang du vent. Ou peut-être pas le plus grand d'ailleurs, tiens. Une petite surprise pour la fin, mais en tout cas voilà. Hang, c'est quand même l'un des mecs, si ce n'est le mec le plus vénère. Donc voilà, et il met tout le monde en PLS, c'est quand même compliqué. Bon, bien évidemment, Hang arrive à s'en sortir grâce à l'état d'Avatar, l'Avatar State. Il arrive à s'en sortir et à utiliser le Soul Bending pour retirer sa capacité de maîtriser les éléments. Donc à Yakon, évidemment, c'est le meilleur de l'histoire, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si t'as pas un avatar qui peut utiliser l'Avatar State dans le coin, bah c'est bon, c'est fini, tu peux pas gagner, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Ouais, les mecs, là c'est le Yagi du futur, et je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries sur Noatak. Alors, en gros, lorsque j'ai dit effectivement que Noatak était comme Hang, il maîtrise effectivement le soul bending, hein, la maîtrise de l'âme, en fait, c'est doublement pas vrai. Enfin, c'est doublement pas vrai. En fait, ce que j'appelle le soul bending, c'était comme ça que je m'en étais souvenu à l'époque, parce que là, je me suis un peu renseigné et j'ai encore revu quelques épisodes. En fait, ils appellent ça l'énergie bending. Voilà, la maîtrise de l'énergie, non pas la maîtrise de l'âme. Mais il me semble que dans quelques épisodes, ils appellent ça le soul bending. En tout cas, bon, déjà là-dessus, je veux clarifier le truc, mais à la limite, ça, c'est pas vraiment une grosse erreur. En fait, la grosse erreur, c'est de dire que Noatak maîtrise l'énergie bending. C'est pas vrai. En fait, ce que fait Noatak, c'est que lorsqu'il enlève le bending, il enlève la maîtrise des éléments à ses adversaires, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'avec son blood bending, avec sa maîtrise du sang, il bloque les points de chi. Donc, ce qui forcément empêche les personnes à qui effectivement il inflige d'utiliser leur maîtrise des éléments. Mais ce n'est absolument pas de l'énergie bending. Donc voilà, ça reste tout aussi cheaté, sur ça il n'y a aucun problème. Ça reste tout aussi pété. Voilà, mais juste pour vous dire qu'effectivement j'ai fait une erreur, ce n'est pas de l'énergie bending, ce n'est pas de la maîtrise de l'énergie, ce que fait Noatak. Ce que fait Noatak n'a rien à voir avec ce qu'a fait Hang à Ozai. Voilà. Juste pour le dire, voilà. Parce que je sais très bien que dans les commentaires, on va m'attraper par le callback. Je préfère être clair directement. Alors on passe au dernier élément, bien évidemment, on va parler donc de l'élément le plus rare, hein, l'élément qui est le moins maîtrisé à travers les deux séries, on va parler donc de l'air, de l'élément de l'air. On va commencer, écoutez, avec Korra. Voilà, Korra, je pense qu'effectivement, les gens vont être un peu étonnés, parce que Korra, l'une de ses caractéristiques, en tout cas au début de sa série, c'est qu'elle est très mauvaise au niveau de sa maîtrise du vent, elle a beaucoup de mal à maîtriser le vent, elle est très forte en tous les éléments, sauf l'air, en fait. Donc, Korra, c'est un peu comme Naruto avec les Kagebushin. C'est comme Naruto avec les clones de l'ombre. C'est-à-dire que Naruto, au début, il a beaucoup de mal avec les clones de l'ombre, mais finalement, ça devient un peu sa capacité signature à force de travailler là-dessus. Korra, c'est la même chose. Elle est super consistante avec l'air, parce que même si, effectivement, on se dit, bon, Korra, tu la vois beaucoup utiliser le feu, par exemple. Le feu ou même l'eau. Voilà, l'eau qui est un peu sa capacité de base, hein, vu qu'elle vient d'une famille qui maîtrise l'eau. Donc voilà. Mais on la voit utiliser sa capacité à maîtriser l'air de manière beaucoup plus consistante à travers toute la série. On la voit, dès qu'elle est vraiment dans la mer, elle utilise sa maîtrise de l'air. On la voit bien évidemment face à Noatak, et on la voit face à Kuvira. Donc voilà, je voulais quand même mettre Korra dans ce top. Je savais pas où la mettre, il n'y avait pas de place dans les autres éléments. Je vais la placer dans l'air, parce qu'elle a fait d'énormes progrès. Voilà, tout simplement. Elle utilise d'ailleurs sa capacité à maîtriser l'air de manière assez créative. Tu la vois par exemple en train d'utiliser un deltaplane pour voler. Voilà, donc encore une fois, j'ai jamais vu une autre personne utiliser sa maîtrise de l'air de cette façon-là, donc c'est assez impressionnant. Voilà. Bon, je voulais mettre Korra dans le top, tout simplement. Bon,
Allez, on parle de l'élève, on va parler du maître, on va parler de Tenzin. Donc Tenzin, le cadet de Aang, il me semble, hein, c'est le plus petit enfant de Aang à la base, bon, qui a donc la maîtrise totale de l'élémentaire, tout simplement. Voilà, il est très très fort, Tenzin, il est super fort, il a une maîtrise de cet élément qui est terrifiante, voilà. On le voit utiliser des techniques qu'on n'a jamais vues, comme par exemple la roue de l'air, qui lui permet effectivement de se déplacer ultra rapidement. C'est offensif, mais c'est également défensif. Il peut invoquer 1 milliard de tornades. Il peut donc les utiliser pour se protéger, mais également pour balayer tous ses adversaires. Voilà, bon, Tenzin, quand même, c'est pas le fils de Aang pour rien. Il est super fort, encore une fois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc là, on va passer au top 2. Voilà, donc numéro 2. Et là, je vous le dis, on va m'attraper par le callback. On va m'attraper par le callback. Mais écoutez, oui, je vais le dire. Aang n'est pas le premier. Aang n'est pas le premier. On va parler donc de Aang tout de suite, top 2. Bon, voilà, Aang, certainement le plus grand maître de l'air de l'histoire, à n'en pas douter. Dans son état d'avatar, il est surpuissant. Il peut t'enlever ton bending à coup de soul bending. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le mec, toi tu vas maîtriser l'eau, tu vas maîtriser la terre, lui il maîtrise l'âme. À partir de ce moment-là, c'est compliqué. En plus, il utilise sa petite boule d'air qui décuple sa mobilité. Il a des tornades, il esquive de partout, il a une putain d'expérience. Juste si on prend Aang en prenant tous les éléments, bah Aang c'est certainement le mec le plus fort hein, de l'histoire de la série. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais si on parle juste de l'élément d'air, je suis désolé. Je sais que c'est controversé, mais je mettrai quelqu'un au-dessus de lui, donc bien évidemment. On va parler donc du maître, du chef incontesté du Lotus Rouge, on va parler de Zahir. Alors, Zahir, je sais que les gens commencent à m'insulter, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, si je mets Zahir devant Aang, pourquoi? C'est pour une capacité extraordinaire que Aang n'a jamais pu débloquer, et que Zahir, en même pas 2 semaines d'entraînement, a réussi à débloquer. Évidemment, on va parler du vol. Voilà, je le répète, Aang lui-même n'a jamais réussi à débloquer cette capacité, alors que Aang s'est entraîné toute sa vie à travers la maîtrise de l'air. Le mec, il respire l'air de manière métaphorique, tout le monde respire l'air, mais vous avez compris quoi. Bon, Zahir, c'est quand même... Voilà, c'est le mec qui a un talent absolument effroyable. Il a réussi à atteindre un tel niveau de maîtrise de l'air, alors que ça ne faisait même pas 1 mois qu'il avait reçu ses pouvoirs de Bender. C'est un truc de fou. Tu le vois en train de marbrer Tenzin en 2 minutes bien passées, alors que Tenzin est le putain de fils de Aang. Ça fait 2 semaines qu'il a appris à utiliser l'air. Le Zahir, c'est un truc de dingue. Aang, après 65 ans d'entraînement, n'a pas réussi à atteindre le level que Zahir a atteint en 2 putains de semaines. C'est tout bonnement prodigieux. Voilà, en plus, bon, tu vois tous ces trucs. Zahir, le mec, il arrive à gérer Korra alors qu'elle est en mode avatar. La meuf, elle a du PTSD, du syndrome de stress post-traumatique, rien qu'en voyant Zahir après ce combat. Voilà, le mec a un tel niveau de sagesse qu'il peut se rendre dans le monde spirituel sans même bouger de sa cellule. C'est le Aizen Susuke de l'univers d'Avatar. Même si Aang est techniquement bien plus fort que Zahir si on prend tous les éléments en question, si tu prends juste la maîtrise de l'air, désolé, Zahir, il peut voler, Aang peut pas voler. Voilà, point barre, c'est fini. Je suis vraiment désolé. Quand tu vois le niveau de Zahir après 15 jours, t'oses même pas imaginer ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas été emprisonné pour le reste de sa vie après ces 2 semaines. Parce que bien évidemment, bon, il se fait battre par Korra et par tous ses autres potes, et il finit sa vie en prison. C'est dommage pour lui. Parce que si on l'avait effectivement laissé s'entraîner, bon, là, il aurait, je pense, mis tout le monde à l'amende, ça aurait été assez rapide. Bon, voilà. Bah écoutez, on va terminer la vidéo là, en espérant qu'elle vous ait plu. Bon voilà, je vais effectivement bien surveiller la barre de like et la barre de vues, évidemment, que cette vidéo va recevoir, en espérant qu'effectivement la série sur Netflix donnera un petit coup de boost. Et puis voilà, quoi, je verrai effectivement si mon public aime ou aime pas. Moi j'aimerais parler un peu plus souvent de Avatar, mais je vois que mon public n'est pas présent. On verra bien. En tout cas, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne. Allez jeter un coup d'œil du côté de mon e-book, si vous voulez effectivement apprendre à gérer un peu YouTube et tout. Bref, dans mon e-book, je parle de tout ça, de mon expérience et de comment on peut arriver plus ou moins à s'en sortir sur YouTube. Prenez soin de vous et à la prochaine.